Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette septième édition du colloque étudiant de l'IPAC intitulé Patrimoine et engagement. L'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval a pour mandat de favoriser le développement des études et de la recherche dans les champs de la conservation, de la transmission et de la promotion du patrimoine culturel du Québec et de l'Amérique française. J'aimerais d'entrée de jeu souligner l'implication remarquable des membres du comité organisateur du colloque, Oumaima Agser, Ibrahim Saïd Charafdine, Ibrahima Sissé, Pierre Michelot Jean-Claude, Wilkins Régis, Iris Richer et Stéphane Santiago. Je les félicite pour la belle programmation qu'ils nous proposent aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier chaleureusement nos invités d'honneur, Francine Lelièvre et René Bouchard, les 11 conférenciers et conférencières qui nous partageront leurs travaux, et les 3 animateurs et animatrices de séance qui vont guider les discussions. L'IPAC a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires dans l'organisation de l'entretien inaugural du colloque, soit la Commission de la mémoire franco-québécoise, la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, le CELAT et les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval. Nous sommes reconnaissants à Pointe-à-Calias, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, qui nous invite, avec la Commission de la mémoire franco-québécoise, à souligner ce soir l'apparition du livre Pointe-à-Calias, inventer un musée de Francine Lelièvre. On est ravis que ce lancement, auquel sont associés l'IPAC et ses partenaires, figure au programme du colloque Patrimoine et engagement. Le professeur Laurier Turgeon, qui est le directeur de l'IPAC, est en déplacement aujourd'hui. Il est bien désolé de ne pas pouvoir se joindre à nous. Il nous a enregistré une petite vidéo que nous allons vous présenter. À titre de directeur de l'IPAC, j'aimerais tout d'abord remercier et féliciter les étudiants pour l'organisation de ce colloque. C'est la 7e édition du colloque étudiant de l'IPAC. Je suis vraiment très, très fier des étudiants qui ont pris la peine d'organiser ce colloque, surtout qu'il a été non sans obstacle, gêné par la grève qui a perduré et qui a obligé finalement de reporter l'activité de 2 mois. Je tiens à dire que je suis vraiment très sensible à la thématique du colloque qui porte sur les patrimoines et l'engagement. Je trouve que là, les étudiants de l'IPAC sont allés creuser en quelque sorte au fond d'une question essentielle et fondamentale du patrimoine parce que lorsqu'on y réfléchit, il n'y a pas de patrimoine sans engagement. Le patrimoine, les phénomènes de patrimonialisation, lorsqu'on y pense bien, ce sont des phénomènes d'engagement social, engagement de citoyens, engagement d'institutions, mais aussi souvent l'engagement de gouvernement pour conserver ce qui nous est le plus cher. Alors, j'ai aussi apprécié l'étendue et la profondeur de la réflexion qui est proposée par les étudiants, puisque ils ne se sont pas limités à un engagement de la conservation de biens matériels, de paysages culturels ou naturels, ou encore d'objets patrimoniaux, mais sont allés bien au-delà de cette réflexion sur le matériel pour atteindre l'immatériel, j'ose dire, c'est-à-dire de réfléchir aussi à l'engagement des citoyens, des institutions et puis des gouvernements pour la préservation des pratiques culturelles, mais aussi de valeurs qui nous sont chères, comme la cohésion sociale, l'identité, la diversité culturelle et le développement durable, qui sont des engagements et des préoccupations qui touchent de plus en plus au patrimoine. Le patrimoine, car en fait, le patrimoine aujourd'hui n'est plus juste une question de conserver ou de préserver, c'est aussi le passé, en quelque sorte, pas juste une conservation du passé, mais aussi une façon de construire l'avenir. Le patrimoine est de plus en plus considéré comme un agent de développement de la société, du développement économique et social de la société, mais aussi
d'un développement qui se veut durable. Alors, je voudrais aussi prendre l'occasion pour remercier chaleureusement Francine Lelièvre, qui a bien voulu accepter de lancer dans le cadre de ce colloque son très beau livre qui est consacré à l'histoire du musée de Pointe-à-Calière, un musée qu'elle a elle-même fondé et qu'elle a dirigé de main de maître, je dois dire, pendant une trentaine d'années. Alors, ce beau livre retrace l'histoire de cette aventure, l'aventure de ce musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, qui, au mot d'un journaliste montréalais, Monsieur Deschênes, nous dit que cette fabuleuse histoire est un peu comme un conte comme tous les contes qui a connu ses défis, ses obstacles, mais qui ont été surmontés par Francine Lelièvre et son équipe, l'équipe qu'elle a constituée pour diriger ce musée, qui est devenu un musée à succès. C'est indéniable, un musée qui a à son compte de remarquables réalisations et qui s'inscrit très bien dans les success stories, je dirais, des musées québécois. Alors, je remercie encore Francine d'avoir accepté de lancer ce livre, de nous le présenter dans le cadre de ce colloque au bénéfice des membres de l'IPAC et puis de nos étudiants. Je tiens aussi à remercier chaleureusement mon collègue et bon ami René Bouchard qui a accepté de préparer cette présentation, d'animer les échanges et aussi de commenter le livre de Francine Lelièvre. Alors, je termine en exprimant un regret. Mon seul regret, finalement, c'est de ne pas être avec vous. Malheureusement, j'ai un conflit d'horaire. Je suis président cette année de l'Association canadienne d'ethnologie qui tient son colloque exactement, qui tient son colloque en même temps que le colloque des étudiants de l'IPAC. Et puis, comme je suis président de l'association cette année, j'avais l'obligation absolue d'y être présent. Et le colloque commence mercredi et je suis en déplacement ou je serai en déplacement lorsque vous allez démarrer le colloque et donc dans un avion où je ne pourrai pas finalement participer même de façon en temps réel et en temps réel. Alors voilà d'où l'idée de faire cet enregistrement. Je vous le dis, je le regrette. Sincèrement, j'aurais bien aimé être avec vous pour participer à ce colloque et puis pour participer au lancement de ce beau livre de Francine Lelièvre. Ceci dit, je vous souhaite un colloque qui est très fructueux et riche en échanges et je souhaite à Francine un très beau lancement. Merci et puis à la prochaine. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous et de vous accueillir ce matin. J'ai le plaisir d'animer la première séance de communication au colloque qui porte le titre Engagement, culture et muséologie. Au cours de cette séance, nous allons aborder l'engagement culturel à travers le patrimoine, les musées, la mondialisation culturelle et les politiques culturelles dans plusieurs contextes et avec des étudiants et des étudiantes de différentes universités. Je vous propose qu'on enchaîne les 4 communications prévues et qu'on garde des questions pour la période de discussion à la fin de la séance. On va enchaîner avec la prochaine présentation avec Kessler Bien-Aimé, un sociologue photographe. Il poursuit son parcours doctoral en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval sous la direction du professeur Laurier-Turgeon depuis la session d'hiver 2018. Il a publié en 2021
l'ouvrage Jazz Image, une autre pensivité photographique chez Éditorial Bucante. Aujourd'hui, il va nous présenter une communication intitulée Territoires postcoloniaux, exploration des mouvements de déboulonnement des objets témoins coloniaux. À vous la parole, Monsieur Kessler-Bien-Aimé. Bien, merci beaucoup. Merci au comité d'avoir accepté ma communication. Et c'est un plaisir de m'exprimer. C'est une belle promotion au niveau d'Haïti. Il a fait la job. Bon, en fait, sur la thématique qui a été présentée à l'appel, j'ai choisi de bien sûr avoir l'affiche. Et l'affiche tombe bien par rapport à un élément de l'affiche tombe bien par rapport à ce que je vais proposer comme thématique. L'élément central. Bon, pour commencer, merci à l'assistance et présentiel et également non présentiel. Territoire postcoloniaux, exploration des mouvements de développement des objets coloniaux, témoins entre 1986 et 2020. Sur l'affiche, c'est 2000, mais c'est 2020, c'est une flash. Et parce que entre 1986 et 2000, bon, parce que nous parlons en termes de thématique, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est une temporalité assez plus large, c'est entre 1986 et 2000. J'ai dit 1986 parce que, probablement, vous allez m'éclairer, j'ai identifié ce mouvement à partir d'Haïti, à partir de la statue de Christophe Colomb. Et bien entendu, en 2019, j'avais déjà présenté, dans le cadre de l'IPAC, une conférence portant sur cette thématique, déjà au début, à la fin de ma scolarité avant-terre. Et grâce à la découverte de l'objet comme trouvaille, des liens entre la mémoire et le patrimoine tel que compris, aujourd'hui s'établissent des raccourcis qui rendent présent le passé. Dans sa thèse de doctorat, Colin Clément, 2013, souligne que le patrimoine, avant d'être matériel, est censé une construction mémorielle. Ce qui sous, il ne s'agit pas de donner. Il précise qu'un monument se forme parce qu'une des mémoires existe au préalable. Et cependant, quand on est, l'auteur ajoute que d'une part, c'est une construction de l'oubli, c'est une production de l'oubli. Et cet oubli-là que nous allons questionner à partir du lieu du Clément. Et nous interrogeons sur le mouvement de déboulonnement des monuments coloniaux 1986-2020, qui déspatialise la mémoire de l'esclavage dans certaines villes en Amérique latine et Amérique du Nord, l'Europe, etc. Et nous citons un certain nombre d'objets témoins coloniaux, monuments coloniaux, dont Christophe Colomb, Edward Colston, Robert Mulligan, Charles Lane, ont été déboulonnés par le mouvement mémoriel antiraciste. Notons que ce geste avait commencé en 1986 à Port-au-Prince, à l'occasion des 500 ans de la conquête finalement de cet espace autochtone large. Et 1492, ça nous fait 500 années. Et on a enregistré de nouvelles contestations un peu plus larges contre la figure de Christophe Colomb en Amérique latine. Et après la mort de George et Floyd en 2020, le mouvement s'est généralisé. À cette occasion, le journal Observateur a fait un résumé de la situation. La scène est spectaculaire. Dans la ville anglaise, Bristol, des contestations ont fait rouler la statue tout juste déboulonnée de Christophe Colomb aux États-Unis comme en Angleterre, mais aussi en Belgique. En Haïti, Martinique, Victor Fekler a Pointe-à-Pitre, plusieurs statues renvoyant au passé colonial et esclavagiste ont été prises pour cible. À Birmingham, dans l'État américain, à l'Alabama, des militants du mouvement de déboulonnement ont ainsi renversé la statue de Charles Lane
une capitaine de l'armée confédérée qui se battait pour les États-Unis et du sud esclavagiste. À Richmond aussi, en Virginie, la statue de Christophe Colomb a fini dans un lac. Dans d'autres cas, ce sont les autorités elles-mêmes qui, sous la pression populaire, retirent les statues avant que les manifestants n'en s'en chargent. C'est ce qui s'est produit à Londres avec l'enlèvement par une grue de la statue de Robert Finnegan, un autre Britannique ayant fait fortune grâce à la traite régulière, et en Belgique, une statue du roi Léopold II. Il a été retiré du square d'Anvers où elle tournait pour être entreposée dans les réserves d'un musée local. Alors, pour citer par exemple France Info, le débat sur le déboulonnage des statues et la mémoire de la colonisation. Merci. Le débat sur le développement des statuts de la mémoire de la colonisation, de l'esclavage, revient sur le devant de la scène. Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont intervenus pour dire qu'il fallait assumer toute l'histoire de France avec ses ombres et ses lumières. Cependant, et François Hernandez invite finalement ces deux hommes politiques à compléter l'histoire, c'est-à-dire à compléter les représentations qui sont mises finalement dans les places publiques. Pourquoi ne pas présenter finalement les gens qui ont été victimes sur les places publiques également, répondant à ces deux hommes politiques et finalement de la France coloniale, post-coloniale. Au Canada, nous lisons un article à Radio-Canada où une des voix revendicatrices est celle du militant Mohawk French, plus de 30 ans après la crise d'Oka, et ce résident Kwanawake remonte aux barricades, cette fois-ci de façon métaphorique. Février d'histoire, l'ancien militant a noté en 2019 que la ville de Montréal avait débaptisé la rue Amherst et qui honorait indirectement un officier britannique qui avait fourni des couvertures contaminées par la variole à des autochtones. La rue Amherst a été renommée rue Ata, qui est désolé pour la prononciation de la langue carrément de nos autochtones, et qui signifie fraternité en langue mohawk. Mais aussi, une autre initiative toponymique à saveur autochtone n'a suivi depuis cette date à partir de la création de la NU, etc. Il y a après 4 ans. Et maintenant, c'est juste contre cet oubli, pour revenir à Clément, c'est justement contre cet oubli que nous parle dans la scène des doctorats de Clément, et que des militants de toutes les couleurs, de toutes horizons, des descendants des captifs africains, bien sûr, contre les objets témoins associés à la mémoire des esclavagistes racistes. En effet, on peut se dire, n'est-ce pas, s'agit-il d'un refoulement ou d'une réaffirmation, ou réaffirmation identitaire? Les réactions en cours contre certaines figures coloniales exposées dans l'espace public de certaines villes du monde jadis colonisées, ou plutôt en pleine colonialité de leur territoire, et questionne. Ça soulève plein de questions pendant qu'au moment où nous parlons, ça veut dire qu'on les regarde autrement. Et on interpelle les urbanistes, les hommes politiques, le lieu politique de réfléchir pour des monuments beaucoup plus inclusifs qui nous fait quand même ne pas occulter l'histoire, mais compléter finalement l'histoire. Même avec l'omission des représentations du colonisé dans la spatialisation de la mémoire dans les scènes publiques officielles, nous retenons que son absence est aussi évocatrice du présent. Elle donne lieu à des scènes contre-mémorielles suffisamment spectaculaires pour en faire un objet d'étude. Comment je peux dire ça? Bon. Et bon, je peux faire organiser ça parce que c'est
Et puis, je suis ici avec vous. Bon, ici, c'est le roi Philippe. Et le roi Philippe, on nous pose la question, c'est extrait d'un journal, doit-il présenter ses excuses, etc. Et qu'il y a des arguments pour et contre-arguments. Repenser le patrimoine dans une ex-colonie, c'est sortir de la gloire de la conquête coloniale et apaiser l'espace public. Ça mérite l'espace public, on peut se dire que c'est public, c'est pas privé. Donc, du lieu de l'État, on ne peut pas se permettre nécessairement d'exposer des choses qui ne sont pas nécessairement d'intérêt public de point de vue collectif. Pour reprendre un peu mon mobile. Il parle de reconnaissance. Et en question, les vestiges que nous préservons, merci madame pour votre présentation tout à l'heure, beaucoup interpellés, les vestiges que nous préservons, du passé nous renseignent beaucoup sur nous-mêmes, sur nos choix, sur les héritages que nous voulons léguer aux générations futures. C'est bon? Donc, faites comment c'est une réponse. Je suis prêt. C'est bon? C'est bon. Oui, merci. Donc, ici, nous sommes devant une scène. Et là, en termes de métaphore, on regarde c'est un autochtone, que nous dit l'article, et je suis photographe, mais ce n'est pas moi qui fais la photo. Et donc, lui, pour reprendre finalement la question de Georges Claude, qui était à l'ordre du jour, il a mis finalement son genou, on a démonté du par le mouvement. Et tout ça. Ensuite, il a mis son genou en guise de réplique par rapport à ce qui s'est passé. C'est assez métaphorique, c'est assez fort en termes d'image. Et dans une perspective réflexive, et cette communication vise les enjeux mémoriels et historiques qui ébranlent l'édifice du consentement global sur l'héritage colonial. Elle se propose de soulever les mobiles de rupture spectaculaires des post-colonisés avec la figure de leur ancien maître dans l'espace public. C'est beaucoup. Les destructions des statues, comme ça, nous assistons aujourd'hui à la guerre des mémoires. Et c'est effectivement une guerre de mémoire, c'est une concurrence mémorielle et revendication mémorielle, on peut compléter comme ça pour dire, peu importe les jugements institutionnels, il y en a plein de toute façon, et c'est normal. Et contemporain, il faut reconnaître le droit de tous de tous et de toutes de se désaliéner et de mettre en rupture, et de se mettre en rupture avec les imaginaires coloniaux. Le mouvement de déboulonnement soulève des débats pour ou contre. Et ça, c'est binaire. On peut quand même faire un effort pour s'en sortir. Mais c'est le cas. Et comment finalement sortir de ce paradigme binaire, cette dynamique qui nous pousse là, qui nous force à prendre position malgré nous. Et l'héritage colonial dans l'espace public, politique et académique. Dans les lieux académiques, cela se pose. Il y a plein de débats, plein d'interventions du lieu des historiens, d'anthropologues et des spécialistes de mémoire, de patrimoine, et comme Madame bien, etc. Donc la question interpelle tout le monde, et du lieu politique également, des municipalités, etc., du lieu de gestion. Bref, la question se pose. Qu'est-ce qu'on va faire? Et merci, super. Ce parcours, ce parcours, ici, nous sommes bien sûr au Canada, et des autochtones veulent, je vais signaler dans ce texte d'entrée, des autochtones veulent prendre leur revanche sur Christophe Colomb. C'est la même problématique que le Canada ici, qui a été finalement initiée en 1986, après le départ des Duvalier. C'est ce régime politique datant de 1957 à 1986. Finalement des positions. Et ce parcours entend promuer quelques contentieux historiques qui méritent d'être discutés, pas imposés ici. Nous sommes en train de poser le problème. Et ceci facilitera le surgissement d'une juste reconnaissance. On reprend un peu plein d'autres qui parlent d'une juste mémoire. Et les considérations sur les mouvements de désappropriation de l'héritage colonial doivent inclure dans la réflexion le droit de toute communauté humaine d'inventer ses communs. Parce que ces objets témoins exposés finalement au regard finalement de nos contemporains, etc., nous sommes héritiers de ça, etc., alors que dans cette historicité-là,
et il y a un commun à discuter, etc. Et c'est-à-dire des ouvrages matériels et des pratiques immatérielles dans lesquelles elles se retrouvent. Des tensions mémorielles obligent les instances de légitimation coloniale à repenser les objets témoins plus équilibrés. C'est une question qui est en train de se poser dans les lieux de discussion autour du patrimoine. Et l'écrivain tout à l'heure vient de nous dire, justement, il faut de la patience, et je retiens ça, et parlant, il y a de l'engagement, et l'engagement dans le temps, dans la durée. Et au constat des dernières expressions de l'héritage mémoriel associé à la colonisation et à l'esclavage spatialisé dans l'espace public, nous formulons l'hypothèse qu'elles doivent être des symptômes de mésentente sur une historicité non partagée. Christophe Colomb, vous manquez désolé, de toute façon, c'est très clair, c'est du vandalisme, et ça, nous le connaissons tous, et depuis le début même de la gestation du patrimoine, et c'est le but même du patrimoine, que nous connaissons aujourd'hui, et finalement, contre le vandalisme, contre la maltraitance, contre la maltraitance patrimoniale. Et ici, de l'autre côté, de toute façon, nous sommes toujours à Trinidad et Tobago. Et puis, nous avons ici, pour finir, la statue de Christophe Colomb et celle dédiée à l'Indien. C'est quand même une sorte de paradoxe, hein, à l'Indien d'Haïti. Alors, ce sont deux monuments qui rendent compte aussi des tensions mémorielles dans l'appropriation d'héritage précolonial et colonial. Là, nous sommes en Haïti. Et ces deux monuments, actuellement, amputés de chacun d'un bras, à l'occasion du bicentenaire de Port-au-Prince, la mairie et de l'Italie avait donné en cadeau ce monument qui est à censé à gauche. Par rapport à moi, c'est ça. Okay. Et que ce monument, après le départ du Duvalier, finalement, que je viens de signaler, a été finalement le peuple souverain et finalement initie, associé à l'individualisme à la colonisation, qui le supportait, se sont mis à démolir le monument et le rendre finalement à la mer. Finalement, il a été récupéré, heureusement. Et bien, toujours amputé le bras et entreposé à la mairie de Port-au-Prince. Et finalement, le Bureau national d'ethnologie l'a récupéré. Et là, il est exposé, pas exposé, il est sous le soleil, finalement, de la cour. Et quand on parle de soleil d'Haïti, c'est du soleil d'Haïti, hein, c'est beaucoup, mais c'est presque intense, c'est comme l'hiver ici, c'est comme le froid d'ici. Hein. Il est exposé comme, finalement, il est censé emprisonné là, comme il était en prison en Haïti, parce qu'il n'est pas mis en valeur, mais sinon, il est exposé là avec son bras, comme ça, au bras, donc il fait la photo sur le bras, au besoin. Vous remarquez, j'ai mis en rouge pour vous montrer qu'il n'a pas, le bras n'est plus là. Le bras qui portait la croix, ça c'est symbolique, la croix que nous dit que finalement les Européens arrivent avec cette croix-là, cette croix qui nous suit jusqu'à là. Et c'est cette croix qui n'est plus là dans cette image, bien sûr. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le monument de l'Indien d'Haïti a connu un sort assez paradoxal comme ça. Et que ce monument-là, bien sûr, Haïti a été renommé, et Saint-Domingue, bien sûr, a été renommé, on a redonné c'est probablement le seul lieu où vraiment le gouvernement, le nouvel État a renommé l'espace. Mais en même temps, il a donné, le judaïsme, et avant leur départ, on érigé un monument, etc., sur l'espace public du Champ de Mars. Mais ce monument étant associé à ce régime, et ce monument interprété comme une sorte de mise en quarantaine de la négritude ou de la brutalité, etc., et ces interprétations controversées-là ont fait en sorte que ce monument est également démoulonné et il a imputé d'un regard, etc. C'est la flèche. Et ça, c'est l'interprétation, plusieurs interprétations dans mon travail littéraire que je vais récupérer, que vous faites grâce de ne pas vous citer toutes mes rencontres, et etc. J'ai fini, heureusement. OK. Le navigateur génivois fut certes honoré par la présidence du Marseille Smith que je vous ai parlé tout à l'heure, à l'occasion du 200e anniversaire de la ville de Port-au-Prince.
comme le découvreur de l'Amérique. Une construction qui est déconstruite tout de bon. Et en Haïti, bien entendu, parce que moi, petit garçon étant, c'était fait en Haïti, c'est-à-dire pas d'école. Pour nous, petits garçons, c'est des petites filles, pas d'école, on s'amusait parce que c'était la découverte. Alors que c'est presque finalement, c'est fou de parler comme ça en Haïti. Donc, ça a été déconstruit. Et mais plus tard, ce même mouvement a été interprété comme la principale figure du génocide des Amérindiens ou des indigènes en Amérique, plus souvent des indigènes dans le Canada, des indigènes d'Haïti, dans mon travail de doctorat, je parle plutôt des indigènes d'Haïti, tenant compte du territoire haïtien. Les premiers habitants, je les appelle les premiers haïtiens. Je vous en remercie infiniment d'avoir été quand même long. Merci. Mike. Merci beaucoup, Christelle, pour votre présentation. Maintenant, on passe à l'engagement identitaire et sa relation avec le patrimoine. Mohamedou est en ligne. OK. Donc, avec la deuxième présentation, on va passer avec Mohamedou Moustapha Dié, qui vient de, je vais le représenter, qui vient de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, diplômé de la même université en histoire et en ingénierie culturelle. Il est gestionnaire du patrimoine au musée Théodore Monod d'art africain. Actuellement, il se spécialise dans le cadre de ses recherches doctorales dans l'évolution d'une muséologie africaine postcoloniale et possède une expertise dans la mise en valeur des sites et monuments historiques. Monsieur Mohamed Moustapha a participé à des programmes d'études et d'expositions nationales et internationales. Aujourd'hui, il va nous présenter une communication autour des rôles des musées dans la construction d'une identité culturelle postcoloniale africaine. À vous la parole, monsieur Moustapha. Merci. Parfait. M'entendez? Oui. Là, je vais faire une présentation sur le rôle des musées dans la construction d'une identité culturelle en Afrique après les indépendances. Parce qu'on peut dire que les musées sont entrés sur le continent africain avec la colonisation. Et on peut dire le premier modèle de musée que nous avons ici sur le continent africain, c'est l'Institut français d'Afrique noire qui a été créé en 1931 par l'administration française pour un peu centrer tout ce qui est recherche pluridisciplinaire en Afrique. Et ils ont fait des campagnes de collecte et ils ont collecté des objets ethnographiques, des objets scientifiques qui ont été stockés au musée, à l'Institut. Je vais compter à partir de 1950, on a la création de l'Université de Dakar et tout ce qui est institut fondamental avec qui est chargé de faire une recherche pluridisciplinaire sera délocalisé à l'Université de Dakar. Le palais du gouverneur de Dakar, qui était le chef de défense, sera transformé en musée ethnographique. Et ce musée a pour vocation de conserver et de valoriser les collections de l'Afrique occidentale. Et ce musée-là, on peut dire que depuis sa création, a une culture panafricanisme et conserve des objets qu'il essaie de valoriser et de transmettre à la nouvelle génération. Et à partir de 1950, avec l'arrivée de Senghor au pouvoir, il va essayer d'utiliser la culture comme un levier de développement. C'est dans cette optique qu'il a créé le Festival mondial des arts nègres de 1966. Et Dakar était la capitale de l'art africain. Tous les artistes du continent et de la diaspora se sont donné rendez-vous à Dakar pour un peu célébrer la culture africaine. Parce que pendant longtemps, les Occidentaux avaient dit qu'en Afrique, il n'y avait pas une civilisation. Les Africains n'avaient pas de culture. Et on s'est rendu compte avec la colonisation, ils venaient ici pour prendre des objets, des curiosités qu'ils amenaient dans leur pays et qu'ils conservaient dans le musée. Et actuellement, on est
on est dans un contexte marqué par la restitution. Les Africains, plusieurs pays africains demandent à ce que la France restitue ce patrimoine qui a été spolié. Et Senghor, pour lui, l'art, les formes d'expression artistique permettaient de faire l'union nationale et de maintenir la paix et l'instabilité. Dans un pays où il y a plusieurs groupes d'ethnies. Et c'est ainsi qu'il a créé à partir de 1960, aux années 70, le musée dynamique pour un peu encourager la création moderne contemporaine. Et à partir des années 80, quand il quitte le pouvoir, son successeur Abdou Diouf, avec qui, dans cette période marquée par, on peut dire, la crise des années 80, on peut dire, il a instauré une politique d'ajustement structurel. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a un peu privé les artistes de leur bijou, le musée dynamique qu'il a donné au cours de cassation. Mais Senghor avait aussi une vision de créer un musée moderne, le musée des civilisations noires, qui sera encore, ce projet sera valorisé par le succès d'Abdoulaye, le président Abdoulaye Wade, à travers le projet des 7 merveilles de Dakar. Et ce musée sera inauguré en 2019, le musée des civilisations noires, qui conserve, qui essaie de valoriser la culture noire et de le faire rayonner, parce que pendant longtemps, les gens, ils ont utilisé la culture noire avec les combats menés par les Senghor, Césaire, Cheikh Anta Diop. Ils ont utilisé la négritude pour essayer de valoriser la culture noire. À travers les écrits, parce que si on prend l'exemple de Cheikh Anta Diop, dans ses recherches, il s'est plus centré sur l'Égypte, en montrant que l'Égypte était une civilisation noire. Maintenant, si on essaie de voir comment les musées vont participer à construire une identité culturelle africaine. Parce que là, moi, je travaille au musée Théodore Monod d'art africain. J'ai fait une enquête et j'ai fait une analyse. Parce que la plupart des gens qui visitent le musée Théodore Monod, c'est des Occidentaux qui viennent de la France, ou bien d'Europe, d'Amérique et de la diaspora. Les Sénégalais ne sont pas très intéressés, ils n'ont pas une culture muséale pour venir voir ces objets, les objets utilisés par les ancêtres. Et là, j'ai commencé à développer une réflexion. Je me suis intéressé à la communauté Lebou, qui est la première communauté à s'installer à Dakar. Dans ce comité-là, c'est des comités, c'est des sociétés conservatrices. Ils ont des hôtels, ils font des cérémonies appelées des dëpp pour un peu dialoguer avec les esprits, faire des sacrifices. Ces sociétés-là, tu vois, dans chaque maison, il y a un micro-musée. C'est pourquoi, en guise de perspective de mes recherches, je vais essayer de mettre l'accent sur les musées communautaires. Parce que en Europe, les gens ils disent qu'ils vont restituer, mais actuellement, ils sont en train de mener une recherche, la recherche de provenance. D'où venaient ces objets-là? Et je pense que c'est ça qui est en train de retarder la restitution. Et ces recherches de provenance, pour moi, parce que si ces objets-là, on les restitue une fois, et on les place dans les musées qui ne sont pas visités par les Sénégalais ne seront pas concernés par cette restitution-là. Et je pense que si, par exemple, on restitue masque Djola, le masque Edjumba, et on l'intègre dans la communauté, ou bien on essaie de créer des micro-musées ou bien des musées communautaires qui seront des musées gérés des musées pensés par la communauté et pour la communauté, parce que c'est des musées qui vont, dans leur conception, refléter l'ingéniosité africaine à travers l'architecture. Il va valoriser l'architecture traditionnelle africaine. Ensuite, les masques seront replongés dans leur contexte d'utilisation parce que pendant longtemps, les gens ont dit que les musées, c'est des prisons, des collections, on peut dire les lieux où les collections meurent, ou bien les cimetières à objets.
Et si on essaie aussi de reconnecter ces objets-là avec nos sociétés, on va redonner, on va essayer de faire tout, on va essayer tout le possible pour restaurer cette chaîne de transmission de la culture africaine à travers une culture matérielle qui est aussi valorisée par la culture immatérielle, les chants, les danses, les festivités et tout ce qui est en lien avec ces objets-là. Et aussi, il y a une autre couche qui attire mon attention, c'est les jeunes, les élèves, les écoliers, parce que nous, on dit que les Sénégalais n'ont pas une culture muséale parce que les musées, c'est quelque chose qui est arrivé avec la colonisation. Et dans nos langues même locales, africaines, on ne connaît pas les musées parce que si on essaie de dire comment on dit musée en Wolof, on va passer ici de midi à 14 heures, mais on n'aura pas un nom approprié au musée, mais on a des micro-musées, des lieux où l'on conserve les objets hérités de nos ancêtres et ces objets-là sont connectés avec, on a une connexion spirituelle avec ces objets-là. On fait parfois, si on a des problèmes, on part là-bas, on verse du lait, on essaie de communiquer. Et si on même essaie de faire une étude comparative sur les objets qui sont représentés dans le musée Théodore Monod, parce que le musée Théodore Monod, il y a plus de 10 000 objets qui viennent de toute l'Afrique occidentale française. Et on peut dire seuls 10% de ces objets-là, même moins, viennent du Sénégal. Il y a plus d'objets qui nous viennent des autres régions comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin. Et les Sénégalais, quand ils viennent ici dans nos installations, les expositions qu'on montre, ils voient peu de masques sénégalais. Ça aussi, c'est une politique à faire pour essayer de pousser les Sénégalais à s'approprier des musées et aussi pourquoi pas faire du musée un espace ouvert connecté avec la société en organisant des séances on va essayer de valoriser la culture matérielle purement sénégalaise. On va faire des séances de sabar, on va instituer les batteurs de tam-tam, des chanteurs, des gens qui vont venir faire ici l'initiation. C'est toute une chaîne à mettre en place pour essayer de reconnecter le lien entre ces objets qui appartenaient, qui étaient utilisés et créés par nos ancêtres, qui, avec la colonisation, ont été collectés et conservés ici au musée. Et une partie de ces objets venaient ici comme pour transiter vers les musées de l'Homme, les musées Quimbranlé. Et pour les plus jeunes, nous envisageons d'utiliser le digital. Comment essayer de digitaliser un peu ces objets qui sont accessibles à travers des plateformes spécialisées, la numérisation 3D, ensuite tout ce qui est des guides pédagogiques adaptés avec des récits, faire revivre les contes, les mythes et les légendes qui sont un patrimoine qui tend à disparaître parce que dans les sociétés africaines, les grands, les personnes âgées, la nuit regrouper les jeunes, les transmettre le savoir immatériel à travers des contes, des mythes qui valorisaient la culture africaine et qui montraient que, parce que si on prend l'exemple d'Ibida, c'est le serpent sacré qui est vénéré au Sénégal et au Mali. C'est un serpent qui est mythique. Et les rois du Sénégal et du Mali, ils vénéraient ce serpent, ils faisaient des sacrifices. Tous c'est des mythes. Et aussi le mythe de Ndiaye Ndiaye, qui est un roi qui a fondé l'empire du Jolof. Et c'est un personnage mythique qui est sorti du fleuve pour calmer deux enfants qui se battaient. C'est toutes ces cultures-là, matérielles et immatérielles, que nous allons essayer de valoriser à travers le musée pour inculquer aux jeunes et aussi aux Sénégalais le sens du patriotisme et de dire que la culture est un moteur de développement et
sans la culture, une société ne peut pas s'affirmer au reste du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed Mustafa. On passe à notre prochaine conférence. Louis Guesry, qui a terminé ses études de premier cycle en philosophie et en droit à l'Université d'État d'Haïti, titulaire d'une maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine. Il poursuit actuellement sa formation dans le programme de doctorat en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval. Il rédige une thèse intitulée « De la construction de l'haïtianité à partir de la danse traditionnelle, étude de la fonction sociale des rites patrimoniaux d'Aromé et Congo ». Aujourd'hui, il nous propose une communication autour des politiques culturelles, de l'engagement citoyen et du patrimoine culturel immatériel en contexte haïtien. À vous la parole, Miguel. Merci, Omaïma. Je vous salue et je remercie toute l'équipe d'organisation d'avoir accepté la proposition. Alors, l'intervention en début de Omaïma, c'est politique et culturelle, engagement citoyen et patrimoine immatériel en contexte haïtien. Bien entendu, je devrais quand même vous proposer un petit parcours sémantique sur les thèmes centraux, genre politique culturelle, comme un document d'orientation systémique lié à des objectifs et des buts dans une perspective de valorisation culturelle. Et ensuite, de parler d'engagement citoyen et patrimoine immatériel dans plusieurs perspectives et définir en quelque sorte ce qu'est un citoyen. Et vous savez sans doute que le citoyen n'est pas celui qui non seulement a une identité, ce qu'on appelle le percroît, genre identification, mais c'est quelqu'un qui agit et que l'agir doit être manifeste et phénoménal, au sens de glissant. Quand je dis agir, je parle de l'action qui reflète son travail. Exemple, je connais Kessler par ses travaux en photographie et en sociologie. Je connais Maïma par ses études, je connais Iris par son doctorat, je connais Christine par son travail, sa détermination, tout ça. Je peux les voir, je pourrais les voir indépendamment de leurs travaux, mais leur centre d'action à l'extérieur de mes centres d'intérêt moi-même ne voudrait rien dire parce que je ne les connais pas, ce n'est pas réel. Donc, si on n'est pas dans le même champ, leurs actions ne vont rien me dire par rapport à la méconnaissance que j'ai sur leur travail. Donc, le citoyen, c'est quelqu'un qui agit. Il agit, doit être manifeste. Dans l'ensemble, on pourrait poser la question, comme on est dans un contexte haïtien, c'est de quelle façon les gouvernements territoriaux et provinciaux d'Haïti interviennent-ils dans la vie culturelle et patrimoniale? Ou encore, quels sont les fondements des objectifs et finalités des politiques culturelles haïtiennes, ainsi que leurs outils d'intervention privilégiés? Quels sont les facteurs et les enjeux qui ont influencé et influencent présentement l'élaboration des politiques culturelles sur les patrimoines? Cet océan de questionnement nous invite à regarder ensemble l'essence de la politique culturelle du citoyen et leurs devoirs face au patrimoine. Par hypothèse, deux figures s'imposent. La première est que le citoyen, acteur politique et gouvernant, méconnaît le patrimoine en tant que valeur scientifique. Et l'autre, c'est la politisation des lieux patrimoniaux les plus manifestes en vue de chevaucher a priori un budget pour une quelconque action culturelle. C'est dans l'évidence. Par contre, l'acte patrimonial révèle le sujet et qui s'intéresse à cette sphère et le met en relation avec d'autres sujets patrimoniaux. Et l'idée de poser la question sur la nature de
L'opérationnalisation de la culture fait éprouver le fait pour la culture d'être concrète. Cela dit, une importante obligation inconsciente s'avère liée à un esprit d'attachement dû à une culture qui exprime le fait pour le citoyen de se révéler dans la société, de se révéler par les actes socioculturels et politiques, d'où de l'agir. Sa liberté va de l'acte culturel, de cette production en matière de phénoménalité. La sphère de la culture exige un bouger des actes, une sorte de transcendance, une image caricaturale ou systémique qui frappe l'esprit. Les principales causes de l'effritement de la culture et de l'insignifiance des politiques culturelles sont les élaborations spontanées d'une culture confuse à une sphère du plaisir, pardonnez-moi, du luxe au milieu de l'ignorance et de la négligence épistémologique des cadres culturels. Les fêtes champêtres en Haïti le prouvent. L'ambiance révèle un plaisir. Et le pire, ce n'est pas un plaisir au repos, dans le sens propre du terme, mais un aspect parfois de défoulement comme premier rôle des événements. Sécurité personnelle face aux différentes trahisons ou persécutions. Et de là, on peut comprendre que l'imaginaire collectif et les sensibilités nouvellement perçues ne se contredisent pas sur ce point, une fois que le dénivellement interprétatif de la culture se porte sur des axes assez conceptuels. La politique culturelle d'un pays n'est pas loin de la vocation d'une quête continuelle de l'identité de l'être social. Ça le construit. Elle est la cause efficiente de toutes les prérogatives d'une société, tout comme elle vit au dépens de la génération des ignorances. Les politiques de construction, les politiques linguistiques et artistiques forment ce qu'on appelle la politique la politique publique, car les mœurs et les coutumes vont se développer dessus. Il n'y a pas à sortir de là. La culture en soi désigne la façon dont les divers peuples ou les divers moments de l'histoire de l'humanité se caractérisent par des phénomènes d'acquis qui les différencient les uns des autres. La constitution de l'ensemble des manifestations culturelles spécifiques de groupes humains fait comprendre la question de la diversité des cultures territoriales. Et toutes ces valeurs sont ces pratiques qui tournent autour d'un concept, le sujet culturel, celui qui reçoit les politiques culturelles. Il devient alors régulateur de création et des productions non naturelles. Le culturel, entre guillemets, fait signe de la dimension même de l'humanité et invite ainsi à réfléchir sur une identité universelle de l'être humain. Le culturel est donc en général la sommation de toutes les cultures en raison de sa capacité d'englober toutes les productions humaines. On n'est pas loin de vivre cette situation qu'Haïti a un phénomène d'acculturation, de déculturation. Tout ça, ça doit être réglé par une politique culturelle effective. C'est juste pour là. Quels sont les rôles d'une politique publique dans une société? Quels sont les devoirs d'une politique publique de la culture dans un contexte de dégradation, crise sur les croyances, la langue avec la naissance de néologismes et des productions artistiques et culturelles? Je parle ici, je fais référence au séisme du 12 janvier 2010. Le séisme dévastateur où il y a de néologismes avec le concept de Godougou. Et jusqu'à présent, lorsqu'on parle en Haïti, pour penser une temporalisation, on dit avant 12 là et après 12 là. C'est-à-dire une situation dans le temps qui dit après le séisme du 12 janvier 2010 et avant le séisme du 2010. Et la création de ces mots, ce qu'on appelle néologisme, et toutes ces valeurs éducatives n'ont jamais été prises en compte par le ministère de la Culture. Du coup, l'art traditionnel et contemporain, les nouvelles architectures, les pratiques culturelles nous plongent dans un malaise et une incertitude dotée d'une angoisse existentielle. Un exemple, la question de la première destination touristique d'un pays ou d'une région repose sur plusieurs caractéristiques qui témoignent de la grandeur, l'esthétique et l'attachement de soi au lieu, voire que le transport et les échanges ne sont plus possibles. Il ne va pas s'agir d'une
idée de postmodernité ou de présentisme axé sur les crises du temps, comme le dit bien François Hartog, puisqu'il n'est pas question de conflictualité idéologique, mais de conflit entre apatrides et irresponsables politiques. Là n'est pas placée notre argumentation. C'est mince, elle se retrouve dans le schéma d'un monde conditionnant la possibilité de valorisation et de transmission culturelle en matière de circuits touristiques, de processus de mise en valeur, de patrimonialisation et d'exploitation des richesses pour se perdre dans une immensité de sphères et de dimensions assez soutenues de contemplation et d'apprentissage. Du coup, le regard sur le patrimoine immatériel peut changer de sens, mais l'authenticité reste quelque chose de figé dans la perception historique et dans l'esprit de la transmission à l'autre. Et la plupart des récits du patrimoine immatériel constituent la sphère d'une question d'orientation des politiques culturelles. De nouveaux lieux d'appartenance sont nécessaires afin de faire face aux peurs et de répondre aux espérances suscitées par l'évolution des paysages culturels à l'ère de la période post-sismique d'Haïti. Cela implique de repenser les politiques relatives à l'identité patrimoniale dans la perspective qui tienne pour les regards sur le patrimoine immatériel, de s'en rendre compte de cette conflictualité mémorielle sur le même site. On a l'exemple ici du Palais national, et un autre exemple qui est un mémoire, certes, qui a existé avant le séisme. Il y a le mémoire du séisme qui loge le mémoire d'après le séisme, donc une dualité mémorielle sur un seul et même site, donc ça c'est l'histoire. Et cela implique de repenser ces politiques relatives à l'identité patrimoniale. Et dans la perspective qui tienne pour les regards sur le patrimoine immatériel, de se rendre compte de cette conflictualité mémorielle sur le même site. Ce besoin de repenser des politiques qui, trop souvent, limitent la culture à ses expressions du passé, aux intentions d'oublier le passé par d'autres constructions, où le déblayage, sans aucun projet mémoriel, pousse à de formes nouvelles d'innovation et de créativité dans l'esprit même du patrimoine. On est dans un contexte où les mémoires doivent être prises en charge, dans un temps critique, puisque la culture haïtienne, dans toute sa diversité, s'entend comme une source de régénération permanente pour des peuples assoiffés de liberté. Voilà un pays entier doué d'une patrimonialité, notamment pour les peuples noirs. À cet égard, le secteur culturel haïtien en tant que tel est essentiel pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. À la lumière de ces nouveaux défis, la politique culturelle haïtienne est appelée à favoriser les idéaux et les capacités culturelles requises pour bien façonner à tous les niveaux un avenir commun dans le regard de l'autre sur les lieux mémoriels, ce qu'on appelle entre guillemets l'esprit du lieu, abordé par beaucoup de penseurs. Et la pratique culturelle de la société haïtienne, et dans ce processus, le potentiel créatif de toute la politique publique doit être en action. La politique éducative, celle de la construction, celle économique, tout doit être mobilisé en vue du bien-être, de l'innovation et du pluralisme dans le cadre patrimonial d'Haïti. Car l'esthétique d'un projet culturel ne tient pas uniquement à son contenu intérieur, mais à sa jonction systémique avec d'autres politiques culturelles antérieures et les autres types de politiques publiques. Si je citais Daniel Kubler, cette problématique suppose le comment agir de ce collectif des politiques publiques une fois que chaque politique est une étape bien différente dans l'espace des politiques publiques. Et là, j'aimerais vous proposer deux travaux, deux actions gouvernementales au niveau des politiques culturelles haïtiennes, entre guillemets, qui n'ont jamais existé. Il y a d'abord en 2001 le plan directeur de la culture, du ministère de la Culture, c'est le PDC, qui a été préparé par Anthony Barbier en mars 2001, soit 9 ans avant le séisme dévastateur. Dans une perspective historique, rappelons-le, le deuxième mandat du président Jean-Bertrand Aristide commence avec pour Premier ministre Jean-Marie Chédessal et pour ministre de la Culture Jean-Aubert Babal. Il faut aussi noter que le ministre de l'Intérieur, Henri-Claude Ménard, qui avait signifié une interdiction de départ au ministre de l'Éducation nationale, Georges Gaston-Mérissi, était aussi à ses côtés. Il n'y a pas une définition claire du PDC, le plan directeur de la culture,
malgré que c'était une perspective qui a vu le jour en 1996. Mais la version originale stipule qu'elle se figure sous la forme de projets impliquant différentes activités financées par divers bailleurs internationaux, dont en particulier la Commission européenne, l'UNESCO et la coopération française. Si dans ses objectifs généraux, le PDC vise à promouvoir la culture comme une ressource stratégique au centre des préoccupations de développement, de modernité et de démocratie, l'espoir augmente. Car, à mon sens, parler de modernité et de postmodernité en Haïti en ce qui a trait de la culture, c'est parler de toutes les tournures du social à partir, bien entendu, de l'esthétique du monde au sens cancer du terme. L'englobe donc du holisme culturel, donc le tout qui se manifeste en culture. Le point fort de ce dit projet est qu'il distingue les buts des objectifs. Il se veut un cadre qui vise des buts comme convertir, transformer par des paramètres ou dénominateurs communs et harmonisés. Mobiliser les ressources et les aspirations, les productions et initiatives culturelles en capacité d'organisation d'une politique traduite dans des programmes et des projets exprimant dans un langage commun de la diversité des ressources, des partenaires, des productions. Ensuite, la mobilisation des ressources et les initiatives, aussi l'évaluation et la mesure pour orienter. En incluant les acteurs internationaux, le plan directeur de la culture tient à rendre lisible autant l'organisation de la culture en Haïti que la politique culturelle du gouvernement. Tant que les objectifs s'orientent vers une organisation de l'État, dans le champ culturel, ce caractère rappelle l'idée de l'institutionnalisme historique, tel que est stipulé sous la direction de Peter Evans, Institute Oshmeyer, qui pose l'État comme acteur central des politiques publiques. Il est plus qu'une simple arène dans laquelle les groupes sociaux font des demandes et s'engagent dans des luttes politiques ou des compromis. Voilà donc le cas où l'État est entendu comme un ensemble d'organisations qui revendiquent le contrôle des territoires de personnes et engagées dans des activités législatives et exécutives. Du coup, il est conçu ici non seulement comme autonome du reste de la société, mais aussi comme capable d'avoir une influence sur elle. Le premier objectif concerne une actualisation des actions culturelles, comme les missions et attributions du ministère de la Culture et ses organismes subalternes, suivent les actions, attentes et aspirations des autres acteurs intervenant dans le secteur culturel, généralement la société civile. Et en dernier lieu, la dynamisation culturelle dans le contexte de globalisation, de la démocratisation et de la modernisation de l'État. Vous avez annoncé deux actes. Et si je vais terminer avec le deuxième, une politique culturelle haïtienne après le séisme. Il est vraiment important que ça n'a jamais existé, mais il y a eu des réunions avec le ministère de la Culture, avec les actes des assises de la culture. Après une succession de crises sociopolitiques, économiques, d'inondations qui mettent en évidence des faiblesses et des formations faisant obstacle à son émancipation véritable, moi, je dis crise économique, crise sociopolitique et je mets en guillemets inondation, la ville des Gonaïves, parce que tout simplement, il existe ce cas qui a été manifeste le 18 septembre 2004, où moi, personnellement, dans ma ville natale, j'ai été sauvé comme Moïse, genre tout nu dans une inondation qui a permis 3000 morts. Moi, j'ai été sauvé miraculeusement. Survient un violent séisme en 2010 qui plonge cette société dans les larmes, pertes humaines et autres, ces irrégularités qui ont leur origine dans la mise en œuvre des politiques conçues en dehors d'une pensée stratégique reposant sur la culture nationale, comme par exemple l'absence d'une politique de l'information pour sensibiliser la population sur les failles sismiques, l'absence d'une politique de construction pour conditionner les constructions d'immeubles, l'absence d'une politique d'éducation pour insérer les connaissances dans les programmes d'études, phase partielle de la vulgarisation des savoirs. Selon le texte intitulé « État des lieux des secteurs de la culture et communication », 11 mois après le séisme du 12 janvier 2010, du ministère de la Culture, il est dit, étant donné que la pensée qui guide la politique culturelle du gouvernement vise à valoriser, à promouvoir la culture comme une ressource stratégique pour l'économie, selon les tentatives de ce gouvernement culturel, la stratégie actuelle du ministère de la Culture, dans son effort de réorientation, cherche à garantir un cadrage
qui donne lieu à la création de voies alternatives respectant les pratiques, les modèles, le savoir-faire et le savoir-être du peuple haïtien. Ce texte est lié aux stratégies de développement culturel pour la reconstruction du dit ministère et laisse à comprendre que les démarches doivent être fondées sur les expériences récentes et les vraies aspirations de la nation haïtienne en vue de la situation actuelle comme un tournant historique déterminant. Celui-ci se caractérise par l'intervention des institutions publiques, culturelles pour la défense et la promotion de nouveaux concepts d'identité nationale. Il s'agit pour l'État d'introduire et faire valoir à tous les niveaux la nécessité de défendre la culture nationale, une telle attitude qui constitue désormais la pierre angulaire des politiques sectorielles, principalement dans les domaines de l'économie, de la diplomatie et de l'éducation. En fin de compte, l'on repère tant d'activités qui sont liées à la culture, telles que les actes des assises de la culture de 2011, lesquelles tiennent à ce que la culture soit le vecteur de la cohésion sociale et de l'identité nationale, comme levier même du développement économique et social. L'ensemble des participants, qui étaient bien entendu, ont affirmé avec force la place centrale de la culture dans la refondation de la société haïtienne et souhaitent avec insistance que les valeurs culturelles, morales et spirituelles, à la fois universelles, propres à la nation haïtienne, comme la solidarité, le sens du travail, l'amour de la patrie et de la famille, soient véritablement reconnues comme autant de principes devant guider toute politique culturelle. En ce sens, le patrimoine culturel immatériel, dans toute sa richesse, son essence et sa diversité, de ses composantes, manifestes et expressions artistiques, matérielles et immatérielles, doivent être reconnues et considérées par tous avec sa place, réaffirmant concrètement l'ensemble du corps social haïtien dans les divers domaines des arts et de la société de manière générale. Du coup, la naissance de la journée nationale du patrimoine comme un gros coup qui est le 20 septembre, qui est la date de naissance de l'empereur Jacques Dessalines, où le ministère de la Culture a retenu cette journée qui correspond au prescrit de la Constitution, laquelle défend l'identité nationale, formule des recommandations sur la protection des lieux et des monuments historiques, des ressources ethnographiques et archéologiques, des ressources subaquatiques, bref, tout ce qui constitue la richesse du pays et la richesse matérielle et immatérielle. En effet, l'objet du patrimoine culturel immatériel haïtien est très méconnu par le grand public, y compris pour certains usagers et praticiens. La sauvegarde, la protection et la mise en valeur de ce patrimoine passe d'abord par son identification et sa classification à l'échelle nationale, ce qui n'est pas encore parfaitement réalisé. Or, il est important, en plus de documenter le patrimoine haïtien, mais aussi de fournir des orientations nécessaires afin d'organiser et de standardiser la communication ainsi que les actions de protection de ce patrimoine. Le patrimoine est d'abord immatériel. Je vous en remercie. On va enchaîner avec la présentation d'Ibrahim Massissé qui va nous présenter, qui va en fait aborder l'engagement identitaire et sa relation avec le patrimoine. Ibrahim Massissé est un jeune chercheur en diplomatie culturelle, coopération culturelle internationale et gouvernance mondiale de la culture. À l'automne 2020, il a commencé sa première année de thèse au programme de doctorat en muséologie, médiation, patrimoine de l'Université du Québec à Montréal. Son sujet de doctorat porte sur la coopération internationale des musées publics sénégalais de l'époque post-indépendance, de 1960 à 2025. Ses intérêts de recherche sont en lien avec les concepts suivants: muséologie, patrimoine, politique culturelle nationale, diplomatie culturelle, coopération culturelle internationale, coopération muséale internationale, gouvernance mondiale de la culture, décolonisation, identité culturelle, mondialisation culturelle et tourisme culturel. Aujourd'hui, il va nous présenter une communication autour des patrimoines métissés à l'ère de la mondialisation culturelle comme forme d'engagement identitaire au service du vivre ensemble. À vous la parole, Ibrahim. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je pense que Oumaima avait déjà fait la présentation. J'ajouterai tout simplement que je travaille sous la direction du professeur Hubert Ferron, titulaire de la chaire sur la gouvernance des musées et le droit de la culture de l'UQAM. Mon co-directeur de thèse est professeur Khadiatoula Fall,
qui est titulaire de la chaire d'enseignement et de recherche interethnique et interculturelle de l'UQAC. C'est juste ce que je voulais ajouter par rapport à la présentation que Oumaima avait déjà fait pour moi. Et je salue mon directeur de thèse et mon co-directeur de thèse. Certainement, ils sont peut-être en ligne pour suivre. Merci beaucoup. Vous pouvez passer diapo suivante. Voilà, je vous propose le plan de présentation suivant. Donc, patrimoine métissé, définition et approche théorique du concept, co-construction du patrimoine métissé à l'ère de la mondialisation culturelle, vivre ensemble en contexte de mondialisation culturelle, l'interaction entre nos identités culturelles respectives et notre patrimoine métissé. La pause suivante. Alors, ma communication, elle s'inscrit dans l'axe 2 du colloque. Donc, je cherche notamment à questionner un certain nombre de questionnements. Donc, le patrimoine métissé est construit, le patrimoine métissé est co-construit. Comment le patrimoine métissé est co-construit, comment remonter pour avoir une idée exacte du source originelle du patrimoine, qui peut revendiquer le patrimoine métissé, etc. C'est le genre de questions que je me pose. Donc, pour répondre à ces différentes interrogations également, j'essaie de questionner le patrimoine métissé à partir des musées, des métropoles culturelles et communautés, des communautés migrantes et de la diaspora dans les domaines de création, dans le style vestimentaire, dans l'art culinaire, dans la linguistique historique et dans les relations interculturelles entre États voisins ou lointains. Diapo suivante. Alors, le patrimoine métissé, lorsque dans mes lectures, quand j'ai lu, je me suis rendu compte qu'il y avait une approche, ce qu'on pouvait appeler, dans la littérature d'expression francophone, il y avait des auteurs qui ont questionné le patrimoine métissé, mais également dans la littérature d'expression anglaise, il y avait des auteurs qui ont également questionné le patrimoine métissé. Donc, voyons dans un premier temps, qu'est-ce que les auteurs francophones ont dit par rapport à ce concept. Diapo suivante. Alors, d'après les auteurs d'expression francophone, quand vous lisez sur ce concept, vous vous rendez compte que le patrimoine métissé est généralement abordé sous deux angles. D'abord, ils l'ont abordé sous l'angle du patrimoine génétique métissé, et ensuite, ils l'ont également abordé sous l'angle de mélange d'influences culturelles. Mais si nous combinons ces deux façons d'aborder le patrimoine métissé, cela nous permet d'apporter une meilleure lumière par rapport à ce concept, un meilleur éclairage du moins. Donc, il y a parmi les professeurs, je pense parmi les professeurs d'expression francophone qui ont eu à travailler sur ce concept, nous pouvons citer le professeur Laurier et Turgeron. Donc, je pense même qu'on peut le qualifier même de tête de fil de ce concept. J'ai beaucoup apprécié en tout cas son livre intitulé Patrimoine métissé, et coloniaux et post-coloniaux, qui a été paru en 2003. Donc, dans ce concept, professeur Laurier, il retrace exactement l'évolution du concept de patrimoine métissé. Il en est de même pour l'auteur de Moustapha Azoum, donc lui également, qui a beaucoup insisté sur les mélanges d'influences culturelles. Diapo suivante. Voilà. Par contre, si vous lisez dans la littérature d'expression anglophone, il en est autrement. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a les concepts sont abordés, soit on parle de mixed heritage ou dual heritage. Donc, mixed heritage veut dire simplement l'héritage mixte. Alors, tandis que dual heritage parlerait simplement de double heritage. Par contre, également, si vous interrogez la littérature qui a été produite par l'UNESCO, eux, ils parlent souvent de Mixed Heritage Site au Mixed World Heritage. Donc, souvent, ils font allusion au patrimoine culturel et naturel. Diapo suivante. Diapo suivante. OK. Donc, en gros, donc, dans la littérature d'expression anglophone, donc, Mixed Heritage est beaucoup plus englobant que Dual Heritage.
Et certainement, ce qui est sûr, si on aborde, si on étudie en tout cas le concept patrimoine métissé dans la littérature d'expression anglophone, lusophone ou arabophone, chinoise, etc., certainement, il doit y avoir des nuances. La page suivante. Alors, par rapport aux deux co-constructions du patrimoine métissé à l'ère de la mondialisation culturelle. Donc, si nous prenons le cas des musées, vous avez ici en face de vous un tableau de Pablo Picasso. Pablo Picasso, Pablo Picasso, dans cette toile, les critiques lui disent que, par exemple, les deux demoiselles à droite de la toile, leur visage est inspiré des masques africaines. Donc, et ça, cela peut s'expliquer du fait que Pablo Picasso est quelqu'un qui est très attaché à l'art africain. Donc, en grosso modo, les musées, ils exposent, racontent, publient les identités culturelles métisses et les œuvres de métissage culturel, qui sont donc des espaces de métissage culturel. La page suivante. Alors, si nous prenons le cas des métropoles culturelles, donc, je pense que ces types de régions urbaines sont aussi, par excellence, des espaces liés de métissage culturel. Certaines places où, au sein de ces métropoles culturelles, témoignent avec éloquence cette réalité. À titre d'exemple, à Montréal, nous pouvons citer le quartier chinois, l'esplanade de la Place des Arts, le vieux port de Montréal, qui est une véritable attraction touristique. Donc, si vous allez dans ces différents endroits, vous vous rendez compte facilement de la diversité culturelle qui est présente, mais vous vous rendrez également compte de ce métissage culturel qui est présent et qui sont des facteurs favorisants du patrimoine métissé. La page suivante. Alors, si nous étudions également le patrimoine métissé dans le contexte des communautés immigrantes et des diasporas, donc on se rend compte que dans certaines écoles, universités, villes et communautés immigrantes et diaspora, il y a un véritable processus de métissage culturel qui va vers la construction d'un patrimoine métissé. J'étais agréablement surpris de rendre compte qu'au Québec, il y a un collège donc, dont un tiers des élèves qui sont inscrits là-bas sont d'origine africaine. Et une telle situation, parce que une telle situation provoque grandement la construction d'un patrimoine métissé. La page suivante. Alors, par rapport toujours à ces communautés culturelles immigrantes et de la diaspora, récemment, il y a un livre qui est paru en 2023, c'est un livre de Amadou Sadio Barry, donc intitulé Diversité culturelle et immigration, des identités passerelles pour faire la société. Donc, c'est un excellent livre pour quelqu'un qui souhaiterait comprendre davantage sur ce concept, par appliquer évidemment aux communautés immigrantes et des diasporas. Diapo suivante. Alors, si nous prenons également le cas de la création artistique, parce que là, c'est une évidence, tout le monde se rend compte que aussi bien les arts visuels, la danse, la musique constituent des expressions artistiques et créatrices d'un patrimoine métissé. La page suivante. Alors, si nous prenons également le cas du style vestimentaire, souvent, dans notre façon de s'habiller, nous associons des styles vestimentaires d'origine diverses au gré des jours, rythme des saisons et événements particuliers. Sur les photos que vous apercevez à l'écran, donc c'est les corps de la paix américains qui sont présents à Dakar. Donc déjà eux, avant d'arriver au Sénégal, ils apprennent. Ce n'est pas Dakar qui les intéresse généralement ou les villes. Ce qui les intéresse, c'est la campagne. Donc avant d'arriver, ils ont déjà appris à l'avance le dialecte local. Et lorsqu'ils sont au Sénégal, comme vous les voyez sur l'image, ils s'habillent généralement comme des Sénégalais. Donc, quand ils ne vous disent pas qu'ils sont des Américains, donc, en tout cas, ils sont très appréciés ici de par leur comportement. Parce que plus vous épousez la culture ou une partie du moins de la culture d'autrui, plus vous êtes apprécié sur le plan local. La page suivante. Alors, si nous prenons également le cas de l'art culinaire, nous cuisinons avec des produits ou recettes d'origine diverses, au gré des jours, évidemment, des rythmes de saison et événements particuliers. Donc, souvent, il est très difficile
de cuisiner en tout cas un plat purement local. Donc, dire que je cuisine un plat purement local est une chose, mais le faire pratiquement en est une autre. Parce que dans la plupart du temps, lorsque nous cuisinons, les recettes que nous présentons, ou bien les produits en tout cas que nous intégrons dans notre cuisine, viennent parfois dans des divers endroits. Donc, si bien que ce procédé, donc ça peut favoriser véritablement un patrimoine métissé et appliqué à l'art culinaire. Diapo suivante. Alors, si nous prenons également le cas de la linguistique historique, donc on se rend compte, la linguistique historique, évidemment, c'est l'étude de l'histoire des langues. Donc, il nous permet souvent de questionner, par exemple, l'apparentement des langues ou les empreintes des langues, etc. Donc, un tel procédé également, si nous questionnons davantage la linguistique historique, facilement, si ça renferme une part de patrimoine métissé, facilement, ce questionnement pourra le révéler. Diapo suivante. Alors, si nous prenons par exemple aussi le cas des relations interculturelles entre États voisins, on se rend compte que ils partagent les populations, en tout cas, de part et d'autre des frontières, partagent généralement des dynamiques culturelles transfrontalières, donc ce qui peut favoriser la construction de patrimoine métissé. Par contre, si nous prenons le cas des relations interculturelles entre États voisins lointains, là, il est beaucoup plus difficile de pouvoir le prouver parce que c'est généralement des mouvements, les circulations, les échanges, les transferts, les créations artistiques qui peuvent scientifiquement démontrer qu'il y a effectivement un patrimoine métissé ou pas, comment il est construit, etc. Diapo suivante. Alors, le cas de vivre ensemble, donc c'est le grand 2 de notre communication. Donc là également, nous essayons de questionner le patrimoine métissé et de voir exactement est-ce que cela peut susciter du vivre ensemble ou pas. Diapo suivante. Alors, lorsque j'ai lu sur le vivre ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait une pluralité, en tout cas, de définitions. Et celles qui ont le plus attiré mon attention, c'était la définition fournie par la commission permanente du vivre ensemble, la définition de la Fondation Dren, mais également la définition de Bob White. Donc, en tout cas, si on fait le recoupement, on se rend compte que le vivre ensemble traduit plus met en exergue, en tout cas, la cohabitation harmonieuse, prend en compte les préoccupations de la diversité culturelle, le sentiment de sécurité, d'appartenance et la lutte contre la discrimination, etc. Mais également, la littérature revisitée montre également qu'il y a une différence entre le vivre ensemble et le bien vivre ensemble. Et certains auteurs, comme Bob White, eux, ils préfèrent carrément mettre l'accent sur l'interculturalité, en tout cas pour expliquer ce concept. Ceux qui veulent véritablement lire davantage sur ce concept, je leur recommande vivement le livre Pluralité et Vivre ensemble qui a été publié sous la direction de Francine Saillant. Il renferme de très beaux chapitres d'ouvrage. Moi, particulièrement, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est Pluralité et Vivre ensemble de Francine Saillant. De quoi l'expression le vivre ensemble est-il le nom, etc. Le vivre ensemble comme scénario de l'interculturel de Bob White, Nous tous, nous autres de François Laplantine, etc. Donc, diapo suivante. Alors, le livre dont je vous parle est le suivant, donc Pluralité et Vivre ensemble. Il est accessible en ligne, vous pouvez le télécharger, c'est un excellent livre de 308 pages. Diapo suivante. Alors, en conclusion, moi, je dirais que le patrimoine métissé, en tout cas, il est passé. Au début, il a été une sorte, il a été, à l'époque coloniale du moins, donc, il a été vu sous l'angle d'une certaine, le plan biologique, mais dans la période post-coloniale ou dans le contexte de la mondialisation culturelle où nous sommes, ce qui crée le plus le patrimoine métissé, c'est véritablement les mouvements, les circulations, les échanges et transferts culturels, etc. Diapo suivante.
Alors, de mon point de vue également, la construction d'un patrimoine métissé interpelle notre capacité d'avoir une humanité commune, malgré nos différences culturelles. Par ailleurs, selon moi, je considère que le patrimoine, sur le plan en tout cas culturel et patrimonial, les logiques souvent que nous développons, exemple lui et moi, ou bien vous et nous, c'est véritablement des logiques à relativiser très peu. Parce que, comme le disait l'auteur Jean-Loup Ansel, généralement, aujourd'hui, il est vraiment très, très, très difficile de pouvoir, que ce soit la culture, que ce soit la civilisation, de pouvoir véritablement démontrer une pureté originelle de cela, parce que tellement les choses se sont mélangées. Et pour conclure, j'ai envie de me poser un certain nombre de questionnements, donc, qui a peur du métissage culturel, qui idéalise le métissage culturel, et dans un contexte de mondialisation culturelle, à qui profite réellement le métissage culturel. La suivante. Voilà, parce que j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère qu'avoir l'essentiel, parce que je ne veux pas trop monopoliser la parole. Il y a un temps bien déterminé qui nous a été réparti. Donc, je profite également de l'occasion pour m'excuser, en tout cas par rapport à la connexion de tout à l'heure. C'est indépendant de ma volonté. Depuis ce matin, ce n'est pas du tout un problème de connexion, aussi bien de son que de vidéo. Je profite également de l'occasion véritablement pour remercier tous les collègues avec qui j'ai travaillé dans l'organisation de ce colloque, puisque j'étais membre du comité organisateur. Je vous remercie de votre aimable attention.